Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité politique en France, c'est la gauche qui se met en ordre ou en désordre de bataille en vue des municipales qui auront lieu, rappelons-le, les 15 et 22 mars prochains. Avancer unis, c'est l'objectif pour faire barrage au Rassemblement national. Nous serons, les socialistes, la gauche rassemblée, le rempart face à l'extrême droite. Nous nous battrons partout pour que l'extrême droite ne gagne aucune ville. J'appelle chacun à faire cet effort de responsabilité. Sauf que la gauche unie, voilà qui ressemble à une prophétie autoréalisatrice. Pourquoi les ténors de Mélenchon à Glucksmann, en passant par Roussel ou encore Hollande, sont-ils absents de la primaire de la gauche pour 2027 qui a été annoncée samedi dernier? Les municipales à 1 an et quelques de la présidentielle vont-elles être une étape déterminante pour la gauche? On en débattra ce soir avant de vous retrouver en fin d'émission Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. On va parler d'or, Elisabeth, parce que l'once d'or, c'est quoi? C'est 31 grammes. Sauf que voilà, nouveau record, 5 300 $, plus de 4 400 €. C'est énorme. Eh bien, Elisabeth, une histoire pleine de paillettes. Et vous, Marie? La géopolitique de la guitare. Le rocker Neil Young s'est mis en tête de compenser les dégâts causés par Donald Trump en offrant toute sa musique aux Groenlandais. C'est gentil. Pendant 1 an, c'est ça? Non, pendant toute leur vie. Pendant toute leur vie, mais quel homme. À tout à l'heure. Et pour commencer, le point sur ce que vient de révéler un rapport scientifique des Nations Unies. La planète est en état de faillite hydrique. Autrement dit, l'eau douce va venir à manquer dans 75% des pays du globe, car la consommation d'eau à long terme excédera les ressources disponibles du fait de la pollution, du réchauffement climatique, des besoins voraces de l'agriculture, entre autres. Pour évoquer la situation et les éventuelles solutions, on reçoit la chercheuse Anne Sénéquier tout de suite. Anne Sénéquier, bonsoir. Je vous présente Anne Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes docteur en psychiatrie et vous êtes chercheur environnement et climat à l'IRIS. Juste avant qu'on évoque ces problématiques dramatiques liées à l'eau douce et à l'eau potable qui risquent de manquer, une question sur cette notion de faillite hydrique qui a été annoncée par l'ONU. Pourquoi recourir à un domaine sémantique qui est économique? Pourquoi évoquer la banqueroute hydrique et pas la crise ou le stress? C'est justement cette histoire de sémantique pour vraiment donner le bon énoncé. Le stress hydrique, c'est une forte demande avec des capacités moindres. La crise hydrique, c'est temporaire, c'est-à-dire qu'on a un mauvais moment à passer, mais après ça va aller mieux, genre l'été, on attend les pluies hivernales. Là, on est vraiment sur un système de faillite et ils prennent l'analogie bancaire parce que ça fonctionne un petit peu comme le budget d'une famille, c'est-à-dire qu'il y a le salaire et puis une épargne. Et là, ce que dit ce rapport, justement, c'est que depuis des décennies, en fait, on a consommé le salaire, mais l'épargne en même temps. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on ne peut plus revenir en arrière et on est vraiment dans une situation de faillite où il va falloir changer la façon de faire. Parce que malgré tout, ce que vous disiez tout à l'heure, on aura toujours de l'eau douce puisque la quantité d'eau douce sur Terre reste la même. Mais il va falloir justement la travailler différemment. Et travailler le rythme, pour comprendre pourquoi le rythme n'est plus le même. Bon, alors toutes ces questions après votre profil réalisé par Gaël Legras. Anne Sénéquier, vous êtes chargée du programme Climat, Environnement et Sécurité à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. En décembre, vous avez publié une note extrêmement préoccupante sur les cycles de l'eau douce. La semaine dernière, le rapport d'un groupe d'experts rattaché à l'ONU a décrit une faillite hydrique mondiale, la perte irréversible d'une partie du capital naturel lié à l'eau. Alors sommes-nous entrés dans l'ère de la pénurie d'eau permanente? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Comment résister à la tentation de rediffuser cet archive du candidat écologiste à la présidentielle de 1974, René Dumont? Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse. À l'époque, la majorité des Français se moquent de lui. Aujourd'hui, René Dumont serait sans doute pris au sérieux. Le rapport de l'Institut de l'eau, de l'environnement et de la santé de l'Université des Nations Unies, publié mardi 20 janvier dernier, décrit une situation catastrophique. Donc on respire et on boit un verre d'eau. 75% de l'humanité vit dans des pays en situation d'insécurité hydrique. 70% des principales nappes souterraines sont en déclin à long terme. La masse des glaciers a diminué de plus de 30% depuis les années 1970. Des villes comme Athènes, Le Cap, Barcelone, Montevideo, Bogota, São Paulo, Téhéran connaissent des pénuries d'eau potable. En novembre 2025, les rivières et les réservoirs étaient quasiment à sec en Iran, comme le confirme le chercheur Kaveh Madani.
cutting water from the environment, most silenced, voiceless sector. Then farmers, then industrial areas, and now the urban areas. Ce même chercheur signe aujourd'hui le rapport de l'Université des Nations Unies et précise « La croissance démographique, l'urbanisation et l'expansion économique ont accru la demande en eau pour l'agriculture, l'industrie, l'énergie et les villes ». De votre côté, vous pointez les bouleversements géopolitiques que cela engendre. Selon vous, jusqu'ici, les sociétés ont adopté des solutions techniques, barrages, canaux, irrigation qui fonctionnent à court terme, mais qui créent des vulnérabilités à long terme. En conséquence, vous ajoutez, la souveraineté hydrique n'est plus un droit d'accès, c'est une aptitude à conserver la cohérence d'un système vivant et à refuser de la déléguer. Le verre d'eau, là, on a tous des verres d'eau. C'est évidemment le verre d'eau que brandissait René Dumont en 1974. Il a crié dans le désert. D'une certaine façon, l'agronome Dumont. Oui, parce qu'on était encore sur... on marchait sur la capacité de résilience du système Terre et qui fonctionne un petit peu comme notre santé. En fait, quand on ne fait pas ce qui est correct pour notre santé, on ne va pas tomber malade de suite. En fait, on va avoir besoin de quelques années, si on continue justement dans ce sens-là, pour qu'on voit véritablement la pathologie arriver. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et il n'y avait pas 8 milliards d'habitants à l'époque. Hein, il n'y en avait pas 8 milliards, mais c'est véritablement nos usages, en fait, plus qu'aujourd'hui la démographie. Alors, vous dites effectivement, ce n'est pas une crise liée au volume, c'est une crise liée au rythme. La consommation excède le renouvellement des ressources en eau. Et alors, vous dites un truc intéressant, il y a l'eau bleue, l'eau verte, l'eau grise. Oui. Quelle est la différence? Eh bien alors, l'eau verte, c'est l'humidité des sols qui va par évapotranspiration passer par les arbres et justement renourrir l'atmosphère et qui va ensuite, au gré des courants atmosphériques, diriger la pluie soit sur les grands bassins forestiers, comme on peut le voir et qu'on connaît assez bien maintenant, l'Amazonie, les forêts du Congo, ou tout ça, ou même qui alimente dans l'Amérique latine la totalité du continent. Ça, c'est l'eau verte. L'eau bleue, c'est celle qui est derrière vous dans les lacs, dans les rivières, la pluie, tout cela. Et l'eau grise, finalement, ce sont les eaux que l'on considère comme usées dans nos activités et que l'on rejette sans véritablement les réutiliser. Et c'est une des marges de manœuvre, peut-être des choses à changer pour justement pouvoir traiter ces eaux grises, parce que bien sûr on ne les relâche pas dans la nature, enfin il ne faudrait pas le faire en tous les cas, pour pouvoir diminuer notre demande en eau. Et c'est ce que font des villes comme Tel Aviv, Barcelone ou Windhoek en Namibie, parce que justement ils sont dans des endroits avec un stress hydrique quasi permanent, et du coup la possibilité de recycler cette eau va permettre de diminuer la pression sur les ressources locales. Et ça peut éviter des tensions géopolitiques dont vous parlez. Cela peut engendrer par exemple ce qui se passe en Chine, la Chine qui développe des infrastructures qui fragilisent le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Pourquoi? Comment? Je dirais qu'ils sont stratégiques, ils ne disent pas « make China great again », mais en tous les cas, c'est bien l'objectif qu'ils font, puisque sur le Mekong est en Chine, donc il y a des barrages hydroélectriques sur la Chine, et en fait, derrière, ils ont financé, notamment au Laos, des barrages qui vont permettre de fournir de l'électricité à la Thaïlande et au Vietnam pour le Laos. Mais du coup, comme c'est la Chine qui est en amont et qui contrôle le robinet du fleuve, eh bien, les ressources financières du Laos vis-à-vis de cette vente d'électricité aux pays adjacents sont véritablement attachées au bon vouloir de la Chine et également aussi au fait qu'il y ait de l'eau dans le Mékong aussi, parce que c'est ça la problématique de la faillite de l'eau, c'est qu'on voit des mers qui s'assèchent et qui ne se rempliront plus. On voit des fleuves, genre le Colorado qui sont complètement secs et qui n'arrivent plus jusqu'au golfe de la Californie. Donc c'est vraiment s'attacher des contraintes pour les décennies à venir. Déjà, parce qu'on est tributaire du pays en amont, et que deux, on est tributaire de la stabilité d'un cycle qui aujourd'hui n'est plus. Alors, il y a des recherches autour de solutions possibles. On va évoquer avec vous, Anne Sénéquier, et avec Anna, le fait que des départements en Nouvelle-Aquitaine, là on se reconcentre sur la France, envisagent de dévier des cours d'eau pour sauver le fleuve Charente. Oui, c'est une première en France, un scénario qui est à l'étude pour réalimenter en eau le fleuve Charente, fleuve qui est très mal au point à cause des dernières sécheresses. La Charente, vous allez le voir, elle prend sa source dans la Haute-Vienne, elle se jette dans l'océan Atlantique et surtout, elle permet d'alimenter les départements alentours, la Corrèze, la Dordogne, la Charente-Maritime et bien sûr la Charente. Et tout l'enjeu pour ces collectivités, c'est donc de faire en sorte que le fleuve c'est compliqué à dire, que
le fleuve ne s'assèche pas. Et leur idée, c'est de capter donc 30 millions de mètres cubes d'eau dans d'autres rivières, en l'occurrence la Dordogne et la Vienne, de transférer cette eau ensuite vers les lacs de Haute-Charente pour ensuite réalimenter le fleuve Charente. Alors ce giga-projet qui est encore à l'étude, s'il est validé, il va falloir construire des stations de pompage, des nouveaux barrages, tirer des kilomètres de canalisation pour un coût qui est estimé entre 300 et 600 millions d'euros. Est-ce que ce type de solution, ça a du sens pour vous ? Mais ça illustre... C'est un exemple parfait pour illustrer justement la géopolitique de l'eau aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va aller donner une dette hydrologique à d'autres territoires, ou alors on la délocalise dans le temps, c'est pour les générations suivantes. Mais là, finalement, quand on va aller pomper dans la Dordogne, ces litres vont manquer dans la Dordogne de la même manière. Donc en fait, on va récupérer dans un autre territoire une quantité d'eau et leur transférer une vulnérabilité hydrique. Donc aujourd'hui, c'est littéralement ce qu'il ne faut plus faire. Et ça, c'est véritablement, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. On essaye d'aller chercher de délocaliser la vulnérabilité, soit par l'exportation de matières qui demandent justement de l'eau ailleurs, et donc c'est à eux de s'occuper du coût de ressources en eau. Ou alors, effectivement, on essaye d'aller chercher l'eau ailleurs. Mais ça, c'est très court-termiste, ça va résoudre la situation là, sur le moment, mais dans 10-20 ans, en fait, on verra qu'on arrive au bout de ça, parce que le cycle, lui, de l'eau ne changera pas, et du coup, on n'aura pas travaillé là-dessus. Et travailler sur les cycles, c'est du temps long, c'est accepter le temps long, c'est reconstituer les zones humides, c'est permettre aux nappes phréatiques de se reconstituer. Et tout ça, malheureusement, c'est hors temps politique. Donc, c'est ça. Et sur une planète avec 8 milliards d'habitants et sans gouvernance de l'eau mondiale, puisque chaque pays se dit « j'ai une souveraineté ». Alors pour terminer, comme vous êtes docteur en psychiatrie, que peuvent se dire face à cette éco-anxiété liée à la faillite hydrique un baby-boomer qui se sent coupable ou un adolescent précisément qui se sent en état d'éco-anxiété? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur échelle? Boire moins d'eau, faire des douches moins longues? Non mais que peut-on faire? Pour l'éco-anxiété, quelle que soit la raison, que ce soit l'eau, la perte de biodiversité, le changement climatique, tout ça, c'est de revenir au local et pouvoir s'investir dans ce qui nous intéresse, parce que l'éventail des possibles et des problèmes aujourd'hui est tel qu'on peut aller s'investir dans la gestion de l'eau, dans la gestion de la forêt, ou essayer de faire des villes plus résilientes sur le changement climatique. Donc, dans son quartier, dans sa ville, s'investir dans des associations, pouvoir restaurer des zones humides, etc. Exactement. Et si nous, on le fait ici et maintenant, très probablement, ça veut dire que quelqu'un d'autre le fait à côté. Et c'est ça, cette société civile, finalement, qui va finir à un moment donné par contraindre aussi les États, les gouvernants, pour pouvoir aller dans le bon sens, parce que malgré tout, l'eau est beaucoup plus explosive que le pétrole, et il y a un risque de fracture sociale évident. Et éviter la banqueroute hydrique. Donc, merci d'être venu nous expliquer les enjeux et les éventuels, les possibles, les désirables solutions. Merci Anne Sénéqui. On va passer à notre débat sur l'état de la gauche française à 45 jours des municipales, une échéance déterminante. Pourquoi parler d'union de la gauche et avoir annoncé le week-end dernier le Front populaire 2027 sans que s'y associent les principaux dirigeants de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Fabien Roussel, etc. La gauche rempart contre la montée du Rassemblement national. Combien de divisions? Débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. À l'Assemblée nationale, il suffit de tendre un micro pour constater les divisions de la gauche. On votera à la censure, comme nous l'avons toujours fait. Les raisons pour lesquelles nous avons fait le choix de ne pas censurer sont profondes, elles sont structurelles. Nouvel épisode hier avec une énième tentative ratée de faire tomber le gouvernement. La France insoumise n'a pas tardé à accuser les socialistes de trahison. Je le dis, ce changement d'alliance des socialistes va coûter extrêmement cher au pays. Fini les grandes heures de la gauche rassemblée au sein de la NUPES et le sursaut du nouveau Front populaire. À un an de la présidentielle, la gauche avance en ordre dispersé. Une primaire aura bien lieu le 11 octobre pour désigner un candidat. Mais sur la photo de famille du Front populaire 2027, lancée le week-end dernier, des ténors de la gauche manquent à l'appel. Fabien Roussel et les deux favoris des sondages, Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon. Et ils auraient tort à entendre Marine Tondelier. Toutes les personnes qui prétendent pouvoir se qualifier au deuxième tour seules vous mentent.
se mentent à elles-mêmes et mentent à leurs électeurs. Le PS, lui, réserve sa réponse. Son numéro 1, Olivier Faure, était bien sur la photo, mais des figures du parti ne voient pas cette primaire d'un très bon œil. La dernière fois où nous avons eu un candidat unique pour la gauche, cette gauche, c'était Benoît Hamon. En 2017, il a fait 6,35%. Donc nous regarderons d'abord quels sont les rapports de force au sein de la gauche, de cette gauche, pour les municipales, et nous pourrons ensuite mieux décider. Il y a 6 ans, les écologistes avaient gagné des grandes villes. Les socialistes avaient repris des couleurs en renforçant leur bastion. Alors la gauche réussira-t-elle le test des municipales de mai prochain? Qui peut tirer son épingle du jeu? Une union de la gauche est-elle possible en 2027? Nos 3 invités pour ce débat, Jérôme Jaffray, bonsoir, politologue, chercheur associé au CEVIPOF. Jérôme Jaffray, selon vous, il y a peu de chances que la primaire de gauche aille jusqu'au bout. Quand bien même ça serait le cas, ça ne résoudrait pas le problème des divisions, ajoutez-vous. Et ce ne sont pas les municipales qui pourraient permettre de clarifier la situation. À côté de vous, Léo Rossel, bonsoir. Historien, enseignant en sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes par ailleurs membre de la rédaction du média Le Vent se lève, un média que l'on peut raisonnablement, vous ne nous en voulez pas, classer à gauche. Voilà, c'est le cas. Et à propos de la question qui nous intéresse, vous considérez que la gauche est aujourd'hui éclatée, mais il faut voir dans quelle mesure ces différentes composantes seront capables de se réunir au second tour des municipales, donc ce sera avant le 22 mars prochain. Cela dépendra aussi du poids des stratégies présidentielles. Et à côté de vous, Astrid de Vilaine, bonsoir, journaliste politique. Vous produisez et présentez l'émission L'Esprit public chaque dimanche sur France Culture. Vous avez publié Décrypter nos institutions politiques et vous estimez que l'union de la gauche n'est pas forcément synonyme de victoire. Souvenons-nous, ajoutez-vous, de Mitterrand et Hollande qui avaient des concurrents sur leur gauche et qui ont quand même été élus. Le problème, c'est qu'il n'y a plus personne à gauche pour faire, d'une certaine façon, consensus. Et on va démarrer avec ce mot de Globish, le casting du jour. Oui, qu'on adore. Hein. Ce casting, c'est celui qui a officiellement lancé donc, la primaire de la gauche pour la présidentielle qui aura lieu le 11 octobre prochain. C'était à Tours samedi dernier. Regardez. Astrid de Vilaine, question simple. Ce qui vous marque comme nous sur cette photo, ce sont les grands absents. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ils sont nombreux. Alors c'est peut-être ça aussi qu'on peut retenir. Il y a beaucoup de candidatures à gauche pour un électorat qui est peut-être pas aussi important que toutes ces candidatures. Et en effet, il manque quand même Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann qui semblent en tout cas être les plus portés, en tout cas pour l'instant, dans les sondages. Moi, quand même, je ne m'avancerai pas pour dire que cette primaire est vouée à l'échec. On verra. Ils ont quand même le mérite de s'unir, de se mettre ensemble. Les primaires, elles sont très contestées. Mais elles ont quand même, dans l'histoire récente politique, montré qu'elles mettent la focale, elles mettent la lumière médiatique, elles permettent des débats. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, qui a déjà été candidat 3 fois, je comprends qu'il n'ait pas envie d'y aller. J'ai un peu plus de réserve pour Raphaël Glucksmann. Il a fait 13,8% aux européennes, c'est quelque chose, mais c'est pas non plus suffisant. Je pense qu'il aurait intérêt à y aller parce que s'il l'emporte, ça fait un sacré strapontin. Léo Rossel, plus on est haut dans les sondages, moins on a intérêt à faire une primaire. En tout cas, c'est vrai que si on regarde les absents, en effet, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Raphaël Glucksmann, ce sont les deux les plus hauts dans les sondages quand on regarde ceux qui ont été publiés récemment. Alors, on pourrait penser en effet qu'ils gagneraient en légitimité à se présenter et à gagner potentiellement une primaire. Mais dans le même temps, en réalité, on aurait du mal à concevoir que Jean-Luc Mélenchon, s'il venait à perdre cette primaire au bénéfice, par exemple, de Raphaël Glucksmann, soutiendrait ce dernier. Et inversement, on imagine mal Raphaël Glucksmann soutenir Jean-Luc Mélenchon. Donc en fait, c'est tout le problème de ce type de mécanisme que sont les primaires. On a bien vu aussi pour 2017, lors de la primaire du PS, le fait que Manuel Valls n'avait finalement pas soutenu Benoît Hamon. Et donc ça montre bien aussi les limites de ce type d'outils, d'autant plus sur un socle aussi diversifié et aussi hétérogène. Alors, puisque vous parlez du report de voix, Jérôme Jaffray, on voudrait vous interroger sur ce qu'on va voir sur ce sondage, sur le report de voix dans le cas de 2 scénarios. Si, par exemple, on se retrouve au second tour entre Raphaël Glucksmann et Jordan Bardella, eh bien, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, à 49%, se réfugieraient dans le vote blanc, nul ou abstention. Dans la deuxième option qu'on va voir également, si jamais c'est Jean-Luc Mélenchon face à Jordan Bardella, ça monte à 72% des électeurs de Raphaël Glucksmann qui ne se prononceront pas, qui resteront dans le blanc, le nul et l'abstention. C'est ça la difficulté aujourd'hui de la gauche, c'est de trouver une union, et on le voit là ? Si ça n'était que cela, la difficulté de la gauche, on s'en sortirait très bien parce que je parle d'expérience.
Les sondages de report du second tour que vous les commentez, excusez-moi de vous le dire, 13 mois, 14 mois avant l'élection, quand on ne connaît même pas les résultats du premier tour, quand on ne sait pas qui sera réellement qualifié, quelle campagne, par exemple, aura réellement mené Mélenchon. Parce qu'en général, voyez-vous, Mélenchon, c'est pas le même homme. Mais ça dit pas quelque chose des gauches irréconciliables pour vous, tout de même. Alors, ça dit une différence claire entre Mélenchon aujourd'hui et d'autres candidats de gauche. Il y a plus de volonté de ne pas voter Mélenchon au second tour, mais je n'attache pas une importance énorme au second tour. Mais je constate que vous ne m'interrogez pas sur la primaire. Alors, allez-y. Eh ben, allez-y. Est-ce qu'elle est normée ou pas, cette primaire pour vous? D'abord, vous avez dit dans votre introduction, cher Benjamin Sportouche, elle aura lieu le 11 octobre. Nous verrons. Nous verrons si elle a effectivement lieu. Vous n'y croyez pas vraiment? Parce que le problème d'une primaire, comme on sait d'ores et déjà que le Rassemblement national, son ou sa candidate, sera qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, ça, c'est une immense probabilité. Tout le problème, c'est donc l'unité. Il faut un seul candidat pour représenter la gauche au premier tour de l'élection présidentielle pour avoir des chances sérieuses de se qualifier, soit parce qu'on aura sélectionné, soit parce que les électeurs auront choisi de se déporter totalement vers ce candidat. Le deuxième façon de faire, c'est le calcul de Mélenchon. Les électeurs viendront vers lui par sa campagne, son talent, son charisme, sa capacité et la fête qu'il ne fait pas en campagne, le genre de numéro de polémique qu'il fait par ailleurs. Et pour le problème de la primaire, si vous voulez, c'est qu'elle ne réunit et Astrid de Villaine l'a souligné, qu'une petite partie de la gauche. Et deuxièmement, les socialistes doivent voter pour savoir s'ils acceptent la primaire. Et vous imaginez, dans le vote des socialistes, quand on va demander aux militants, est-ce que vous êtes prêts à faire la campagne de Ruffin ou de Tondelier s'ils gagnent la primaire? À mon avis, ça fait un sacré thème de campagne. Attendez, on va y revenir, mais on va s'intéresser avec notre archive à une primaire, à l'issue surprenante. Une primaire censée désigner un champion à gauche ou une championne. En voici une dans le passé qui remonte à 2022, primaire populaire. Que la personne arrivée en tête est Madame Christiane Taubira. La ferveur au QG de Christiane Taubira. Elle vient de remporter la primaire populaire, largement devant Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Face à ses militants, l'ex-garde des Sceaux appelle à l'union. Nous devons trouver une clé, nous devons trouver un chemin, nous devons trouver un langage de façon à rassembler les gauches et leurs sensibilités. Mais quelques instants plus tard, ses principaux rivaux lui répondent sèchement. Il balaie d'un revers de main la légitimité du scrutin. Face à ces fins de non-recevoir, Christiane Taubira dénonce le mépris des autres candidats de gauche. Le Rossel, au final, il n'y a pas eu de Christiane Taubira sur les starting blocks. Elle a dû abandonner. Donc voilà le résultat d'une primaire à gauche aussi. C'est un peu la limite que je montrais tout à l'heure. C'est le fait que le résultat d'une primaire n'engage que ceux qui y croient finalement. Et en effet, cette dispersion des candidats à gauche à l'époque et finalement le refus de Christiane Taubira de se présenter avait à ce moment-là profité à Jean-Luc Mélenchon qui avait fait son meilleur score lors d'un premier tour de l'élection présidentielle. Et je rejoins ce qui vient d'être dit juste avant sur le fait que le pari actuel de la France Insoumise et de son probable candidat pour 2027, Jean-Luc Mélenchon, c'est de réitérer ce geste de 2022 et essayer de réussir à avoir ces 400 000 voix qui avaient manqué à l'époque. En fait, aussi pour 2027, ce qui va se jouer, ça va être le seuil de qualification pour le second tour. Le pari, c'est que la droite sera divisée, la gauche aussi, et qu'avec ce socle assez solide, avec cette base relativement solide d'électeurs pour Jean-Luc Mélenchon, cela pourra se jouer cette fois-ci avec quelques voix au-dessus et non pas en dessous. Mais Astrid Denis, ça veut dire qu'il n'y a pas de personnalité consensuelle à gauche au final ou pas? Je ne sais pas s'il faut quelqu'un de consensuel, mais il faut un candidat ou une candidate qui, j'allais dire, écrase tout, écrase la concurrence. Et ça, on ne l'a pas. Jean-Luc Mélenchon est très clivant, très marqué à gauche. Moi, je pense quand même qu'en France, une présidentielle, ça se remporte au centre. Raphaël Glucksmann, pour l'instant, ne prend pas. Je pense qu'on n'a pas parlé de François Hollande, qu'il ne faut pas l'oublier. Attendez, ça ne saurait tarder. Et sur cette histoire de primaire de votre archive, rappelons-nous quand même le contexte de cette primaire populaire. C'était pas la primaire socialiste de 2011, très bien organisée, 2,5 millions de votants, 5 à l'époque ou 6 candidats
qui pouvait se permettre d'être président de la porté République, François Martine Hollande. Aubry, etc. Et une victoire à la clé. Là, c'était une primaire organisée par des militants, avec un scrutin un peu bizarre, un vote préférentiel que personne n'y comprenait rien, où ils mettaient des gens qui ne voulaient pas être dans cette primaire. Donc, et Christiane Taubira n'a pas pu obtenir les 500 parrainages. Elle a donc dû renoncer. Et c'est vrai que là, au moins, ils ont retenu ça, c'est-à-dire qu'ils demandent à tous les candidats de cette primaire du Front populaire d'avoir les 500 parrainages de maire avant. Alors, vous parliez de François Hollande, justement, on va l'écouter, l'ancien président de la République, qui, lui, veut y croire. Écoutez. Pour gagner, il faut qu'il y ait une grande force politique qui naisse d'ici 2027. Cette grande force politique, c'est une force de centre-gauche, on l'appelle comme on voudra, qui couvre un large espace, et qui puisse à la fois être en capacité d'arriver au second tour et de gagner au deuxième tour, sans doute face au Rassemblement national. Jérôme Jaffray, ça peut être le plus petit dénominateur commun de la gauche, Oh, vous êtes François Hollande. insolent, vous. Alors, Il le sera plus. Au fond, Hollande part d'un principe simple, il y a deux gauches. Et il faut que ces deux gauches se comptent. Il y a une gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon en est le héros, et il y a une gauche réformiste qui doit s'organiser. Et quand ces deux gauches existent et arrivent à l'unité d'une façon ou d'une autre, la gauche peut gagner. Donc Hollande explique, cette gauche réformiste doit s'organiser. Il ne dit pas encore autour de moi, pour Il moi. le pense très fort. Enfin, c'est clairement ce qu'il pense, surtout qu'il a dû considérer que Glucksmann n'avait pas témoigné de talent d'expression et de discussion pour mener une campagne en direction des Français eux-mêmes, quels que soient par ailleurs ses mérites qui sont grands. Et donc Hollande peut considérer que, pourquoi pas. Maintenant, le problème, c'est que la gauche peut-elle s'offrir deux candidats au premier tour de la présidentielle sans aller à l'élimination? Et ça, Hollande ne répond pas à cette question. Ça supposerait que la gauche réformiste soit capable, cette fois-ci, d'écraser la gauche radicale au premier tour et de transformer le vote utile en sa faveur. Ça fait beaucoup de beaucoup de paris, me semble-t-il. Beaucoup d'hypothèses, Léo Rossel. Après, si on regarde aussi historiquement, on voit que systématiquement, quand la gauche a gagné une élection présidentielle, elle était divisée. C'était le cas de François Mitterrand, il y avait Georges Marchais en face. C'était le cas aussi de François Hollande, il y avait un Jean-Luc Mélenchon assez... Excusez-moi, mais est-ce que vous tenez compte de la puissance du Rassemblement national quand vous dites que c'est très bien quand la gauche est divisée au premier tour? Alors, je n'ai pas dit que c'était très bien que la gauche soit divisée. Hein, à peu près, vous l'avez à peu près dit. On est encore par rapport à la question du seuil de qualification, et je pense que si on observe les choses froidement, par rapport aux stratégies des partis de gauche à l'heure actuelle, ils ont admis le fait que le Rassemblement national sera au second tour, et la question c'est qui va incarner le potentiel candidat face à Jordan Bardella ou face à Marine Le Pen. Par rapport à ça aussi, c'est deux gauches irréconciliables. Bon, alors, il y a d'autres moments historiques où on a vu qu'ils étaient capables de se réunir. C'était le cas sous le Front populaire. C'était le cas, mais à chaque fois, quand il y a un enjeu, un intérêt ou un enjeu, une menace considérée comme plus important, le Front populaire, c'était la montée du fascisme. Donc, ça fait penser un petit peu au nouveau Front populaire, justement, face à la montée du Front national, enfin du Rassemblement national. C'était le cas aussi au moment de la Libération, quand il fallait refonder la République et reconstruire le pays. Bon, il y a plusieurs exemples comme ça. Mais par rapport, en effet, je pense que pour 2027, on va vers un affrontement de deux pôles de ces deux fameuses gauches et de Jean-Luc Mélenchon d'un côté et de Raphaël Glucksmann de l'autre. Et ça pose tout le problème de cette primaire, parce que le candidat ou la candidate qui sera désigné par cette primaire sera nécessairement pris en étau entre ces deux candidatures. Mais Astrid de Villene, est-ce qu'il y a quand même des thématiques qui permettent de rassembler les acteurs de la gauche? Est-ce que ça peut être la justice sociale, l'écologie, le régalien? Oui, en fait, c'est exactement ce que vous disiez. Dans les moments clés, cruciaux, ils arrivent à mettre leurs différences de côté. Mais moi, je crois quand même qu'on est dans un moment politique où les électeurs et les électrices auront envie de clarté. Et c'est vrai que si on prend ces deux personnalités, peu importe si ce sont elles à la fin, mais ce qu'elles représentent, les sociodémocrates et la gauche radicale, ils n'ont pas grand-chose en commun sur un sujet qui va être très important en 2027, qui est l'international. Les alliances, la façon dont la France se comporte vis-à-vis de la Chine, exactement. Donc, et
non, et ne parlons même pas de... Je pense que Raphaël Glucksmann va assumer une partie du bilan de François Hollande. Il se considère comme un social-démocrate. Je pense qu'il fait une erreur d'aller trop au centre. On sent bien qu'il veut récupérer l'électorat d'Emmanuel Macron, déçu. Mais je pense que c'est une erreur fondamentale, parce qu'il faudrait d'abord qu'il montre qu'il est de gauche. Jean-Luc Mélenchon, lui, il est dans un programme très radical, et il peut se le permettre, puisqu'il n'a jamais été aux manettes. Mais vous voyez, je pense que ces deux gauches-là cohabitent, ça ne me choque pas, parce qu'en fait, elles représentent deux corps électoraux bien distincts. Et après, ce sont les électeurs qui feront leur choix. Vous vous souvenez, en 2022, Jean-Luc Mélenchon fait 22%, Anne Hidalgo 1,75%. Sans lui faire offense, c'est comme si elle n'avait pas été là. C'est comme s'il y avait l'union de la gauche qui s'était faite dans les urnes. Mais Jérôme Jaffray, pardon, mais le problème de la gauche, est-ce que c'est pas que la France soit à droite? La droitisation, c'est une droitisation politique du pays, mais une droitisation vers l'extrême, pas vers la droite modérée. Et ça change tout. C'est-à-dire que nous avons effectivement un Rassemblement national qui a changé de niveau. Quand nous additionnons maintenant, actuellement dans les enquêtes, le total du ou de la candidate RN, du ou de la candidate Reconquête, parce que là aussi, nous avons un choix paritaire possible, et éventuellement Dupont-Aignan, on est maintenant autour de 40% des voix au premier tour de scrutin. Et c'est l'effondrement de la droite modérée qui rend ce phénomène possible, en partie. Donc, effondrement de la droite modérée, extrémisation des choix électoraux, c'est ça qui fait la différence. Maintenant, sur d'autres thèmes, qui sont des thèmes, si vous voulez, concernant par exemple les thèmes sociaux, les thèmes économiques, nous n'avons pas du tout la même droitisation. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les intentions de vote, les envies de comportement électoraux, qui sont en partie dictées par la colère d'une partie du pays sur sa classe politique et les thématiques qu'ils veulent voir développer. Et là, ça nous crée une zone d'incertitude pour la campagne électorale à venir. On va justement continuer dans la perspective des municipales. On va faire le point avec vous, Anna, sur les communes où le nouveau Front populaire existe encore. Elles sont rares. Fontenay-sous-Bois et dans le Val-de-Marne et Agen dans le Lot-et-Garonne font figure d'exception. On pourrait même les appeler les irréductibles communes du NFP. Il n'y a qu'à voir l'affiche de campagne de Fontenay. Tous les logos de la gauche sont présents. PS, écologiste, PCS et LFI. C'est le résultat du travail que nous avons mené depuis 6 ans, avec de la confiance, du respect, des objectifs communs, mais aussi du débat. Se félicite Jean-Philippe Gautret, qui est le maire communiste sortant, candidat à sa réélection. Et du côté d'Agen, la gauche plurielle qui va là du PS à LFI en passant par Place Publique, emmenée par Laurent Bruno, espère détrôner le maire actuel MoDem, Jean Dionis. Alors pour lui, l'union s'est faite assez naturellement. On est sur des questions locales, dit-il. La politique nationale ne transpire pas ici. Leur méthode, c'est donc une charte de travail commune. On parle contenu et programme avant de parler personnalité. Et on privilégie surtout des sujets sur lesquels il y a des points de convergence. L'école, la santé, la cantine, les services publics. Et ça, selon un des représentants départementaux du PCF, c'est à mettre au crédit de la NUPES et du NFP. Léo Rossel, on le voit, ces deux communes sont quand même des exceptions. Est-ce que ce sont les deux petits arbustes qui cachent la forêt ? Bonne question. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les directions nationales ont donné des directives, en tout cas pour ce qui est de la France Insoumise, de candidatures plutôt autonomes. De l'autre côté, les autres anciennes forces du nouveau Front populaire ont parfois tendance à penser que la France Insoumise pourrait constituer aussi un repoussoir par rapport à l'impopularité de Jean-Luc Mélenchon, et donc partent du principe que c'est pas forcément plus mal de partir divisé, en tout cas au premier tour, et ensuite ce sera lors des tractations de second tour de voir s'il y a une conquête possible, en tout cas une victoire possible, voilà, de la gauche unie. En effet, donc voilà, ce sont deux exemples à l'heure actuelle où on parle assez rares, enfin en tout cas vraiment particuliers. Et les tractations dans les mois futurs entre les grandes organisations qui font partie du nouveau Front populaire, l'ancien nouveau Front populaire, nous permettront de savoir s'il y aura d'autres dynamiques de rassemblement. Alors justement, ça sera un vrai test ou pas les municipales pour vous, notamment pour les fusions ou les ralliements entre les deux tours, entre ces deux tendances de gauche, que la gauche radicale et la gauche social-démocrate. Bien sûr, et en plus, on ne l'a pas encore dit, c'est le dernier scrutin. Avant la présidentielle de forcément, 2027. Beaucoup à gauche disent par exemple que les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, qui vous le savez ont changé de mode de scrutin, sont toutes à gauche. Si elles tombaient à droite, ce serait un sacré signal en vue de la présidentielle. Mauvais signal, en l'occurrence. Maintenant, il faut faire attention. Et les deux exemples que vous venez de nous citer sont parlants. C'est-à-dire qu'il y a 35 000 ou 36 000 communes en France, autant de scrutins à analyser différemment. Et souvent, localement,
ça se passe quand même beaucoup mieux que nationalement. Hein. L'Assemblée nationale à Paris n'est pas du tout celle des conseils municipaux où les gens se parlent plus, sans vouloir caricaturer. Donc il faudra faire attention. En revanche, il y a beaucoup de scrutins, beaucoup de candidats qui ont intérêt à nationaliser. Et là, je pense aux Insoumis. Eux, vous l'avez bien vu à Marseille ou à Paris, ils présentent leurs candidats, ils tapent beaucoup sur le candidat de gauche. Rappelez-vous, Sophia Chikiro à Paris. Il ne faut pas qu'un socialiste soit maire de Paris. C'est sa première interview dans Le Parisien. On voit bien que son objectif, c'est de... Vous voyez, pourquoi ? Parce que si les Insoumis gagnent des villes, ils n'en ont pas vraiment, c'est une force politique beaucoup plus jeune, eux, ils pourront dire, c'est ce qu'ils font la gauche depuis 3 présidentielles. Regardez, on est devant, c'est nous qui allons gagner la présidentielle. Moi, je crois que c'est pas comme ça qu'il faut lire, que chaque scrutin est différent. Mais évidemment qu'il y a ces tractations et puis ces enjeux-là derrière à analyser. Jérôme Jaffray, ce sera un objet de clarification ou pas du tout les municipales ou vous pensez qu'il ne faut pas vraiment faire une lecture ? La grande question, effectivement, et Léo Rossel et Astrid de Vilaine l'ont souligné, la grande question, c'est est-ce que les socialistes sont contraints ou pas de faire des alliances en intégrant la France insoumise au second tour de scrutin. De ce point de vue, Paris et Marseille, par exemple, sont évidemment assez décisifs. Et là, croyez-moi, la France insoumise, s'il n'y a pas 10% des suffrages exprimés, on peut se maintenir au second tour. Et voilà. Et si c'est la condition de la victoire pour les socialistes, par exemple, je pense à Paris, mais la France insoumise va les faire danser entre les 2 tours de scrutin, à la fois sur la place dans les listes et sur les thèmes, car il y a un communalisme de la France insoumise qui met un certain nombre de choses, dont des référendums citoyens à tire-larigot, etc., qui ne sont pas du tout dans la culture socialiste. Hein. La culture socialiste, c'est vous élisez des représentants, ils gèrent la commune du mieux possible, et on ne va pas en plus demander en permanence aux électeurs leur avis. Donc ça va être très, très intéressant. Eh bien, à suivre, et on en reparlera après le 22 mars. Merci à tous les 3 d'être venus débattre, c'était passionnant. On va rester dans l'actualité, vu par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. L'or dure. Plus que jamais, l'or est une valeur refuge. L'once d'or, autrement dit 31,1 grammes, vaut désormais 4 250 €, autrement dit plus de 5 000 $. Et Neil Young, cœur d'or, et farouchement anti-Trump, vient d'offrir son catalogue musical, l'entièreté de son catalogue, aux Groenlandais pour les soutenir symboliquement et affectivement et spirituellement. Mais voilà, on en parlera avec Marie. Mais d'abord, le mot vedette du jour, c'est pandan, une espèce de plante aromatique tropicale qui semble agrémenter de plus en plus vos recettes. Et c'est vert fluo, c'est moche, mais il semblerait que ce soit bon. C'est entendu. Bienvenue dans le temple du pandan. Je vais te montrer comment faire de l'extrait de pendant. Il est infusé dans de l'extrait de pendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Pandan, une fois n'est pas coutume sans origine latine ou grecque, dérivé du malais pandan, lui-même issu du javanais pandan, désigne les plantes arbustives du genre Pandanus, soit 600 espèces très courantes en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. L'une d'elles est la nouvelle vedette des pâtissiers. Pandanus amarylifolius est un type de yucca présentant des feuilles longues de 30 à 90 cm pour 3 à 5 cm de large, dont est extrait un jus vert fluo hautement instagrammable qui pourrait passer pour du sang de martien. En fait, il est simplement riche en chlorophylle. Incorporé à un gâteau, il lui donne un aspect surnaturel aussi suspect que désirable. En contact avec les papilles, le pandan déclenche la perception d'un arôme agréable, cousin germain de la vanille. Vanille d'Asie est d'ailleurs le surnom du pandan, dont la responsabilité incombe à la molécule 2-acétyl-1-pyroline. Cette merveille chimique est aussi à l'œuvre dans le parfum du riz basmati, du pain chaud ou du popcorn. Le pandan s'achète en feuilles, 9 € les 200 grammes, et s'utilise fréquemment en papillote pour parfumer un morceau de lotte par exemple, ou mixé avec de l'eau pour obtenir un jus épais qui sera incorporé à une génoise, un latte, un croissant, un flan ou une crème pâtissière, lesquels prendront un aspect stabiloté. En plus de ravir l'essence, le pandan soigne également les bobos grâce à ses propriétés diurétiques et antidiabétiques. Il est aussi actif contre les rhumatismes et l'acathisie, l'impossibilité à rester immobile. Et certains taximens de Singapour l'utilisent pour repousser les vilains cafards. La méthode Kung Fu Pandan. Bien vu, Nolt, comme toujours, quoi. Rebonsoir, Marie Bonisseau. C'est magnétique, comme vous?
Magnétisme. Ah oui, c'est pareil, quoi. Et Xavier, oui, très magnétique aussi, cher Mauduit. Bon, alors, c'est une réponse aux angoisses du monde. Encore un record pour l'or, dont l'once, c'est-à-dire en français, l'once d'or. C'est pas la même chose que pour l'once alimentaire. C'est 31,1 grammes. Exactement. Affranchi la barre en dollars des 5 300 $, et c'est 4 400 € à peu près en euros. Bon, et donc, vous nous proposez d'aller chercher de l'or. Allons-y, des paillettes, Elisabeth. Soyons des orpailleurs. Le 27 avril 1718, le physicien Réaumur se présente devant l'Académie des sciences et il expose le résultat de ses travaux sur les rivières et ruisseaux du royaume où roulent des paillettes d'or. C'est très très beau comme titre. Alors déjà, il exprime un regret. Il dit voilà, depuis que l'Amérique est connue, depuis que l'or afflue venu du Mexique, du Pérou, les Européens ont oublié qu'il y a de l'or sous leurs pieds. Et il se réfère à des textes de l'Antiquité pour rappeler combien nos contrées étaient réputées pour être des réserves d'or. Et d'ailleurs, c'est tout à fait vrai. Quand on regarde, vous savez, tous les bijoux celtes, notamment les torques, là, ces gros colliers très prisés des Gaulois, oui, il y avait beaucoup d'or. Alors, Réaumur se charge d'étymologie aussi. Il rappelle que l'Ariège, le cours d'eau, l'Ariège, la rivière, eh bien, c'est aorigera, c'est-à-dire aorum, l'or en latin, ça veut dire aurifère, c'est ce champ lexical. Il y a de l'or partout en France, pas seulement dans l'Ariège. Alors, où est-ce qu'on en trouve de l'or? Réaumur, il donne les bons coins. Vas-y. Il dit le Rhin. Le Rhin, c'est bien. Faut y aller. L'or du Rhin. Oui, c'est joli comme évocation. Parce que là, le sable est plein de paillettes. Le Rhône aussi. Alors, il dit qu'il faut déplacer des grosses pierres. Et puis là, vous avez du sable piégé. Il faut y aller. C'est super bien. Et comme ça, il fait toute une énumération. Alors, l'Ariège, bien sûr. Le Gardon, la Cèze, le Doubs. Enfin, en fait, il identifie une dizaine de cours d'eau principaux. Puis il dit qu'il y en a plein d'autres. Par contre, il précise, n'attendez pas de vous enrichir de manière considérable, parce qu'on ne va jamais produire des choses énormes. En fait, ce sont les paysans, les bergers aussi, qui, comme ça, tranquilles, de temps en temps, vont aller chercher quelques paillettes pour compléter, mais chichement, leurs revenus. D'ailleurs, c'est pas très, très bien vu d'être chercheur d'or. Ça rapporte pas grand-chose, c'est un peu pour éviter la misère. Et c'est très difficile, parce que faut séparer la paillette du sable, donc faut laver le sable avec une sorte de planche inclinée. C'est un peu une bâtée, ou alors parfois avec des systèmes beaucoup plus complexes où on arrive à sortir quelque chose, parce que l'orpaillage, vous l'avez bien compris, existe. Alors en France, sous l'Antiquité, de manière évidente, gigantesque, en Gaule, et puis après, ça n'a jamais cessé. Il n'est qu'à voir tous ces textes juridiques qui réglemente l'exploitation, la cueillette de paillettes, comme on dit alors. Alors, vous avez quelques grosses mines clairement identifiées. J'en ai repéré une à votre oreille. Puis après, vous avez plein de petits sites. J'en ai repéré là sur l'épaule d'Anna. D'ailleurs, les fouilles archéologiques, et c'est fascinant, ont révélé des centaines, des milliers de petits sites comme ça d'orpaillage que faisait le petit paysan dans son coin. Tout ça s'arrête en 1910. 1910, vous avez une réglementation de l'exploitation de l'or en France que nous devons à un homme qui a donné son nom à une pièce d'or. C'est Napoléon. Voilà. Alors voilà votre chéri. Toujours. Donc ceux qui ont lu Réaumur, ils sont désormais dos au mur. Remarquez, c'est un peu la même chose. Oui, c'est bien. Bravo, vous êtes une pépite à vous tout seul. Alors, cher Marie, autre pépite, le rocker américano-canadien Neil Young a offert toute sa musique, autrement dit tout son catalogue aux Groenlandais pour, sachant que la musique adoucit les mœurs, pour les déstresser vis-à-vis des menaces trumpiques. Ouais, Neil Young, il a 80 ans, j'ai vérifié, et on a l'impression qu'il ne va jamais s'arrêter de chanter, de gratter sa guitare et de s'énerver contre les différents pouvoirs américains. Il a notamment, dans sa très longue carrière, écrit tout un album contre George W. Bush, après l'invasion de l'Irak, tout un album contre le géant des OGM, Monsanto, oui, et donc son dernier geste de musicien très engagé, c'était hier, il a ouvert son site internet aux Groenlandais. Alors, son site internet, c'est absolument extraordinaire. Il y a mis toute sa musique en excellente qualité sonore, c'est très important pour lui. Il y a plus de 1000 morceaux, il a mis tous ses albums, tous les vidéos de concerts, ses photos. Ça s'appelle neilyoungarchive.com et c'est donc désormais en accès libre pour tous les Groenlandais. Ils ont une sorte d'abonnement à vie, alors que si vous ou moi, on veut y aller, il faut payer à peu près 20 € par an. Le but de cette musique gratuite, selon Neil Young, donc, vous l'avez dit, c'est d'apaiser le stress causé par notre gouvernement impopulaire et, espérons-le, temporaire. Donc, clairement, il parle de Donald Trump, qui est sa bête noire actuelle, qu'il qualifie aussi de pire président de l'histoire des États-Unis et qui a, on le rappelle, montré récemment des velléités d'annexion du Groenland, même si ensuite il a promis de ne pas utiliser la force. Neil Young, le
déteste, il le hait cordialement. Il écrit des pages et des pages sur Donald Trump, sur son site internet qui est aussi un peu pour lui une sorte de tribune politique. Notamment, il dit que Donald Trump détruit l'Amérique petit à petit avec sa clique de prétentieux, de gens sans expérience ni talent, d'alcooliques cachés et violents envers leurs femmes. Voilà, c'est le ton de Neil Young. Et alors, ce qui est fascinant dans cette relation de haine brutale, c'est qu'en face, il y a de l'amour. Parce que Donald Trump, il est pas rien, mais il est fan de la musique de Neil Young depuis des années. Ah bon ? Mais oui, et puis, j'ai failli dire le pauvre. Dès sa première campagne présidentielle, Donald Trump, en 2016, il avait utilisé les musiques de Neil Young pour arriver comme ça en meeting. Et Neil Young, ça l'avait rendu complètement, évidemment, foudrage. Et il avait fini, à la campagne d'après, par porter plainte pour interdire à Trump d'utiliser ces morceaux. En fait, le seul à qui il veut bien offrir sa musique, c'est Bernie Sanders, qui est complètement donc à l'autre côté du spectre politique. Et donc aussi, désormais, les Groenlandaises et les Groenlandais qui vont pouvoir se détendre en écoutant notamment le tout dernier titre de Neil Young. C'est sorti cet été, et alors c'est très clair, ça s'appelle Big Crime, et c'est directement adressé à Donald Trump et à ses règles, je cite, fascistes. Voilà, on a les hymnes qu'on mérite. Je ne sais pas vraiment si ça détend les Groenlandais ou si ça les ça va les calmer ou si ça va... Ça, on leur demandera. Merci Marie, merci à tous. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss et vive Neil.